Parallèlement, je fais des business et téléphone aussi avec pour servir la communauté. Donc, on est prêt à rentrer au pays dès qu'il y a des ouvertures. D'accord. Ça, c'est mon père à H. D'accord. D'accord. Lui est réside au Niger? Oui, oui, je réside ici, je réside au Niger aussi. Ah, d'accord. Je restais à l'ambassade américaine pendant 30 ans. Oui. Et j'ai eu la chance, on m'a donné un green card. J'ai amené mes enfants. Oui. J'ai amené 4 enfants ici. De temps en temps, je viens les visiter. D'accord. We don't say Sudan, Niger, You look like Nigerian. Niger, yeah. My family give me nationality of Nigeria. Nice meeting you, sir. Inshallah, we're gonna come there. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Kalau di Madrid,
Excellences, Monsieur le ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens de l'extérieur. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Niger aux États-Unis d'Amérique, Monsieur le directeur général des affaires bilatérales, Monsieur le conseiller technique, Monsieur le représentant du bureau fédéral aux États-Unis, le président des bureaux exécutifs d'État et locaux des associations des Nigériens aux États-Unis d'Amérique, chers frères et sœurs, membres du Conseil des Nigériens aux États-Unis d'Amérique, mesdames, mademoiselles et messieurs, chers invités, bonsoir. Au nom de la communauté nigérienne résidant à Greensboro, du bureau exécutif de l'Association des Nigériens de l'État de la Caroline du Nord, je vous souhaite la bienvenue dans notre belle ville de Greensboro, communément appelée Petit Niamey. Peut-être je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi on appelle Greensboro Petit Niamey, mais en regardant dans la salle, nous savons pourquoi. C'est un honneur et plaisir pour nous d'avoir parmi nous aujourd'hui ces importants dignitaires. Nous avons le ministre d'État des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur, son Excellence M. Bazoum Mohamed. Son introduction. Monsieur l'ambassadeur a fait Greensboro sa deuxième maison, son deuxième bureau, et nous sommes les associés. Le directeur général des affaires bilatérales du ministère des Affaires étrangères, M. Abdou Abari, et le conseiller technique du ministre des Affaires étrangères, M. Ousmane Sanda Aboubakar. En effet, c'est pour nous un immense plaisir de vous compter parmi nous aujourd'hui dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la ville de Greensboro, à savoir le jumelage de notre ville de résidence ici aux États-Unis, avec une ville de notre cher pays, le Niger, qui est Niamey. Cette rencontre entre le ministre d'État des Nigériens de l'extérieur entre dans le cadre de la démonstration de l'importance de la diaspora nigérienne dans le développement de notre pays. Nous voudrons à cet égard remercier les autorités de notre pays ainsi que ceux de la mairie de Greensboro, en particulier d'abord à commencer par l'ambassadeur du Niger, M. Mohamed Sidikou, pour la conception, le développement, le suivi et l'aboutissement de ce noble idéal qui est une première historique dans les annales de la diaspora nigérienne, qui, nous n'en doutons pas un seul instant, sera bénéfique pour nos deux pays. Sans pour autant oublier, bien sûr, Mme Mary Kay Abou-Zoïta, la conseillère qui, à chaque instant que son Excellence vient à Greensboro, est disponible et prête à nous recevoir et à discuter de l'aboutissement de ce projet. Ici, aujourd'hui, parmi nous se trouvent des étudiants, des commerçants, des concessionnaires d'automobiles exportant vers l'Afrique. Il y a aussi des mécaniciens ou boutiquiers, revendeurs d'appareils électroménagers et téléphoniques. Excellence, toute cette population est prête à participer dans le développement du Niger et à investir dans son avenir. I'm so happy everyone is here in Greensboro today. I want to welcome everyone. It's me, Mary Kay Abou-Zoïta. So my name is Mary Kay Abou-Zoïta. And I want to thank each and every one of you. I am so very honored to be here today, to be part of your conference, to know how wonderful the community of Niger is, and how unified the community of Niger is. I know several of you in the audience, and I just want to say that those from Greensboro, I thank you so much because we need the international voice in our community. And for those of you who have traveled from outside Greensboro,
I specifically would like to talk to the gentleman from Kentucky. That is my home. So I was raised in Kentucky, and we learned in Kentucky, treat everyone as you would like to be treated. This is why I have been so awfully, wonderfully overwhelmed with the international community. The international community welcomed me. And in Greensboro, Greensboro has welcomed the international community. So I truly hope you enjoy your stay here. I'm looking forward to this afternoon and this evening. And I cannot go without thanking so much the ambassador from Niger, His Excellency. An honor to meet today for the first time the foreign minister from Niger. And I have to also thank Mohamed Adamu for his help. And each of you, I am in Greensboro, I'm on the city council. And if you are in Greensboro and you need anything, you can call someone and get my phone number. And even if you aren't in Greensboro, when you come to Greensboro, Greensboro wants to be sure and welcome you. So please let us know. Please keep us informed. Please let us be involved. Greensboro is one of the most welcoming communities I know. So I want to thank you all, and I welcome you so much. Chers concitoyens, je vais déroger à la tradition, je ne ferai pas de discours. Il y a quelque temps, je pense que c'est la deuxième fois que je suis venu ici, je vous ai dit, nous ferons tout pour que le ministre en charge des Nigériens de l'extérieur vienne à Greensboro, à cause de la place spéciale que Greensboro occupe dans, disons, pour la diaspora nigérienne de façon générale. Monsieur le ministre d'État, les Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine et les Nigériens à l'extérieur, je pense que vous pouvez considérer à partir d'aujourd'hui que vous avez la clé de Greensboro. Et que vous n'avez plus besoin d'être invité ou d'être convoyé par l'ambassadeur pour venir ici. Chers amis, pour moi, ambassadeur du Niger, c'est plus qu'un honneur, c'est une fierté d'avoir mon patron, le ministre des Affaires étrangères avec nous aujourd'hui ici. Et je voudrais vous demander d'être, comme disent les Américains, candide dans la conversation que vous allez avoir tout à l'heure avec lui. Pour être d'autant plus à l'aise que ce n'est pas non plus quelqu'un qui donne dans la gueule de bois, ou dans la gueule, comment on appelle ça, dans la langue de bois. Excusez-moi, j'oublie mon français. Donc vous pouvez être à l'aise, poser les questions que vous voulez, échanger, demander des nouvelles du pays, savoir ce qui s'y passe, et aussi parler, si vous le voulez, de la coopération des États-Unis d'Amérique et le Niger, qui est à son pic, je dirais, aujourd'hui. Jamais, je crois, nos relations n'ont été aussi bonnes. Monsieur le ministre d'État va rencontrer le secrétaire d'État John Kerry mardi. Avant cela, il aura rencontré d'autres hauts fonctionnaires américains du département d'État, de la Défense, de la Maison-Blanche, et aussi des partenaires de la coopération, comme le Millennium Challenge Corporation. C'est vous dire que il va avoir une réunion importante à Washington, mais il était très important pour lui de venir à Greensboro, rencontrer d'abord nos concitoyens, échanger avec eux et leur dire où nous en sommes aujourd'hui au pays et quels sont nos espoirs, et aussi le besoin d'unité, le besoin vital d'unité que nous avons au Niger. Je vous parle d'unité à chaque fois que je viens ici. Certains souvent me suivent et disent, mais pourquoi vous êtes tellement dessus? Je pense que que le ministre d'État vous dira pourquoi il est important que nous resserrions nos rangs, compte tenu de tous les enjeux de notre région et du monde. Monsieur l'ambassadeur, Madame Marike Abouzé, Monsieur Mohamed Adamou, président
la structure des ressortissants ici à Greensboro. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir réel pour moi de me retrouver aujourd'hui ici avec vous. C'est une première visite que je rends du genre à une communauté. Et si cela a été le cas ici aux États-Unis plutôt qu'ailleurs, cela tient principalement à l'intergence de l'ambassadeur Maman Sidibou, à qui je voudrais commencer mon propos d'aujourd'hui par rendre hommage. Pour être ces dernières années resté assez longtemps à l'étranger et pour être à un moment donné resté ici aux États-Unis, il a acquis un esprit des Nigériens à l'étranger et c'est avec cet esprit qu'il a tissé cette relation singulière qu'il entretient avec vous et que j'ai le plaisir aujourd'hui de vérifier et dont j'ai surtout le plaisir de profiter des résultats. En effet, en plus d'être ministre des Affaires étrangères, moi, le président de la République m'a confié la mission de m'occuper des Nigériens qui résident hors de notre territoire national. Et lorsque j'ai une occasion d'échange comme celle de cet après-midi, de ce soir, j'assume un aspect important de cette mission que m'a confié le président de la République. Comme vous l'a dit l'ambassadeur, nous aurons une occasion d'échange. Je vais dire des choses dans mon propos liminaire, mais j'attendrai de vous beaucoup de questions auxquelles je serai prêt à répondre sans tabou, ainsi que vous l'avez dit tout à l'heure. Nous bénéficions d'un soutien économique conséquent sous plusieurs formes de la part du gouvernement américain. Celui-ci nous soutient dans nos relations avec les institutions financières internationales que sont le FMI et la Banque mondiale, qui entretiennent avec nous des programmes importants, décisifs pour notre stabilité, pour notre équilibre, pour nos finances publiques justement, et le soutien de partenaires importants comme les États-Unis dans un contexte où il peut arriver que nous ayons des difficultés à respecter de façon stricte les canons de la gestion telle que conçue par ces institutions. Il est arrivé, en effet, l'année dernière en particulier, que dans notre gestion financière, nous ayons pu noter quelques dérapages liés aux exigences de la prise en charge de la situation sécuritaire. Et nos amis, dont les États-Unis, plus d'autres bien sûr, nous ont aidés à nous faire comprendre par ces institutions partenaires de notre pays. Et cela nous a permis de conserver un programme qui nous est très utile. Nous bénéficions aussi des autres formes de soutien dans le cadre de la coopération bilatérale traditionnelle avec les États-Unis. Des engagements importants sont consentis dans des secteurs décisifs pour nous, de lutte contre la pauvreté, de soutien à la résilience et à la croissance, la résilience des populations, la croissance de notre économie. Et le volume de notre coopération est très important. Et la qualité de la relation, dont une des preuves, c'est le privilège que j'aurai le mardi d'être reçu par le secrétaire d'État, John Kerry. Si nous avons
cette relation-là, cela tient à un certain nombre de facteurs, la qualité de la démocratie qui est à l'œuvre, la qualité de la gouvernance qui est à l'œuvre, du fait de la volonté du président Issoufou à faire en sorte qu'il en soit ainsi, mais c'est aussi dû à l'efficacité et à l'entregent, j'utilise ce terme une deuxième fois, de l'ambassadeur Sidibé, qui a su rehausser à ce niveau notre relation avec le gouvernement des États-Unis. À l'occasion des différentes rencontres que j'ai eues avec nos compatriotes basés à l'extérieur, soit ici, soit ailleurs, certains vœux ont été exprimés, certaines requêtes ont été faites, certains besoins ont été exprimés, et j'ai essayé de les prendre en charge et de les régler autant que faire se peut. Une des questions qui revient assez souvent chez les communautés qui vivent dans des pays développés comme le vôtre, ici aux États-Unis, c'est la question de la double nationalité. Nous avons une loi aberrante en ce moment qui interdit le principe de la double nationalité. Or vous faites des enfants ici qui veulent profiter de l'avantage d'être nés aux États-Unis, d'être des citoyens américains, mais vous n'êtes pas prêts à renoncer pour vos enfants à leur nationalité nigérienne. Je trouvais que vous avez raison, et je trouve que cette loi, elle est aberrante. Aussitôt que je suis rentré d'un de mes voyages des États-Unis où j'ai senti ce besoin chez vous, j'ai pris l'initiative, j'ai fait prendre l'initiative par le ministère de la Justice d'une réforme de notre code de nationalité. C'est une loi. Et ça passait en Conseil des ministres, nous l'avons envoyé à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, depuis 2012 en tout cas, mais elle est restée un peu bloquée là-bas. Nous allons régler ça. Ce n'est pas normal. Cette loi aurait dû passer depuis mars, au plus tard mars de l'année dernière. Ça n'a pas été le cas. Je vais y travailler, je vais y insister. Le président Issoufou est déterminé pour satisfaire ce besoin. Vous m'avez posé un problème ici lorsque je vous avais rencontré au cours d'un de mes séjours. Je ne sais plus trop à New York ou à Washington, mais plus probablement à Washington lorsqu'on était venu avec le président de la République. C'est celui de la durée du visa. Je me suis inquiet de ce problème et l'ambassadeur des États-Unis à Niamey m'a dit que ça, c'est le Niger qui avait voulu que les visas soient courts. Contrairement à d'autres pays où ils sont longs de 5 ans et même plus parfois. Nous avons aussitôt engagé la discussion avec l'ambassade et mon ministère, la direction des affaires juridiques et consulaires. Et c'est une loi qui a été prise par le ministère de l'Intérieur. Nous leur avons écrit pour leur dire de la changer. Là aussi, comme d'habitude dans nos pays, malheureusement, les choses sont lentes. Je vais bousculer pour qu'on prenne une loi qui prévoit c'est un principe de réciprocité. Si nous nous écoutons, les Américains écoutent. Si nous nous allongeons, eux ils allongent. Et donc ils vont l'allonger. Il y a une revendication qui m'a été souvent exprimée par les Nigériens résidant à l'étranger, c'est la durée du passeport. Il dure 3 ans, le renouveler c'est toujours embêtant pour vous. J'ai pris une mesure, elle est déjà entrée en application, c'est désormais 5 ans. Enfin, une autre mesure que j'ai préconisée, qui
qui va être acceptée par le gouvernement, que j'ai introduite en Conseil des ministres, c'est le principe qu'on n'exige plus des jeunes étudiants sortis des universités qu'ils fassent 2 années de service civique. Vous avez beaucoup de jeunes qui souhaitent retourner au pays lorsqu'ils étudient à l'étranger, mais pour qui le fait de devoir faire 2 années de service civique devient un obstacle à leur retour. Ils préfèrent avoir un travail, chercher à avoir directement du travail plutôt que de passer 2 ans. Quand on est à l'étranger, qu'on a eu quelques habitudes, qu'on a quelques petites opportunités, ça devient un peu commode et on appréhende le fait qu'on retourne passer 2 ans de service civique quand on a été ici avec 50 000 francs ou quelque chose de cet ordre-là, c'est $100, on se dit mais comment on peut vivre avec, donc on n'a pas envie de retourner. Même quand c'est un salaire, on n'est pas encouragé, à plus forte raison quand c'est le service civique. Et j'ai introduit le problème. En Conseil des ministres, le président a accepté, le Conseil des ministres a accepté, mais c'est une loi portant statut de la fonction publique qu'il va falloir changer parce que c'est en son sein qu'a été mise cette disposition-là. Et il y a une réforme du statut de la fonction publique en chantier. Lorsque le texte viendra en Conseil des ministres, moi, si déjà, mais je sais que le ministre Lawali le fera, déjà le ministère de la fonction publique va sauter cette disposition de façon que un Nigérien qui est à l'étranger ne rechigne plus à rentrer parce qu'il appréhende mal de devoir passer 2 années de service civique. J'ai expliqué aux gens de l'intérieur que l'exil est une forme de civisme déjà. Et celui qui a migré, qui est allé à l'étranger, qui a étudié, il a payé son tribut civique à l'État. Et on doit considérer ça comme ça. Mais de toute façon, nous lèverons la mesure tant pour ceux qui sont à l'étranger que pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Voilà quelques-unes des choses que j'ai eu à faire en réponse aux attentes que vous avez exprimées de voir mon ministère réalisé à votre profit. Un des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui dans le contexte de la région du Sahel et du Sahara, malheureusement, c'est un défi totalement nouveau. C'est le défi de la sécurité. Vous vous souvenez, il y a de cela des années, les Européens peuvent venir traverser le Niger, pouvaient, dans la région de l'Aïr, dans le Manga, dans la région des Termites, avoir un seul Européen dans une Toyota ou une Land Rover qui se promène parce que c'était un pays sûr. Vous vous souvenez du rallye Paris-Dakar qui traversait de part en part notre pays. Ça relève désormais du rêve parce que tout simplement le Sahara, qui était un espace de paix, de tranquillité par excellence, une mer de tranquillité, aujourd'hui est devenu un lieu de tous les tourments, parce qu'il est écumé par des forces dangereuses, criminelles, qui y ont développé une grande économie criminelle, tentaculaire. Et nous sommes affectés par ce fléau-là. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? À un moment donné, les Maliens ne cherchaient qu'à retrouver le Mali, tout simplement. Et nous sommes aussi vulnérables que le Mali. Mais si nous avons pu tenir, et si nous tenons grâce à Dieu, aujourd'hui encore, et si peut-être nous sommes sortis de la zone de turbulence, c'est parce que de propos délibérés, nous avons pris les mesures qu'il faut
et fait les investissements qu'il fallait. Nous avons contrôlé notre territoire. 2 avions militaires, des Sukhoi 25, qui ont une autonomie de 2000 km. Vous voyez, ces espaces-là, si celui qui vient faire son coup à Agadez ou à Arlit sait que vous n'avez pas d'avion qui puisse le rattraper, il le fera et il s'en ira. Mais si c'est que vous avez un avion qui peut quitter Niamey, parce qu'il a une autonomie de 2000 km, faire les 1000 km, le rattraper, le taper et revenir, il fait attention. Nous sommes en train d'acquérir d'autres avions de chasse. C'est pour la première fois que notre pays en a été doté. Nous avons acquis d'autres moyens également. C'est de l'argent que nous consentons à ces dépenses. Jusqu'à présent, les dépenses militaires, du moins, il n'y a pas très longtemps encore, étaient considérées comme des dépenses superflues. Mais lorsque vous avez une situation comme au Mali, vous sacrifiez tout à l'intégrité de votre territoire. Et lorsque, par conséquent, vous investissez de l'argent pour prévenir une remise en cause de l'intégrité territoriale, vous faites quelque chose d'absolument salutaire. Pas que c'est seulement nécessaire, mais tout simplement salutaire. Je pense que nous avons fait des efforts. Notre production d'uranium, en dépit du coup que nous avons reçu le 26 mai dernier à Agadez et à Arlit, notre production d'uranium se poursuit. Notre production du pétrole, vous voyez, l'interzone, ça se trouve, c'est une zone aussi assez exposée, a priori, elle se poursuit convenablement et il n'y a aucun risque. Et pour ceux qui se rendent au Niger savent que dans les villes et entre les villes, sur les routes aussi, les conditions de sécurité se sont améliorées considérablement. Nous avons mis beaucoup l'accent sur les routes. Il y a une route entre Tawa et Filengue. Vous savez que quand cette route sera finie, elle est presque finie sur certains tronçons, elle est du côté de Abala, pour ceux qui connaissent, Mayaki, Hassan Mayaki le sait. Quand vous quittez désormais, quand il y aura cette route, Niamey pour aller à Tawa, vous gagnez 100 km. 100, un peu plus de 100 km. Et ça intègre tout le Kourfé. Ça rapproche ces régions-là de Niamey, ça rapproche Tawa de Filengue, Filengue de Tawa. Nous avons la route du pétrole, d'Ifa, Ningimi, frontière du Tchad. Ça aussi, ça a démarré. L'année prochaine, ça va finir. Ceux de Ningimi savent le calvaire de circuler entre Ningimi et Difa. Pour 100 et quelques kilomètres, vous faites 4 à 5 heures de route. Vous avez la route Sarnawagi-Darunji qui est presque terminée. Nous l'avons commencé après notre arrivée. Nous avons des routes qui traînent. C'est celles dont les marchés ont été donnés à Banou, Bella Gaya. Mais nous avons eu l'argent pour faire Dosso Bella. Nous avons également eu le financement nécessaire pour faire Baléara Filengue. Nous avons eu l'argent pour faire Madawa, Bouza, Eta. J'ai dit ça tout à l'heure. Nous avons l'argent pour faire Zender Magaria, frontière Nigeria. La route Guidoumuni, Zender et à la traîne. Malheureusement, les sociétés africaines, vous leur donnez les marchés, mais les sociétés africaines et nigériennes, elles sont très lentes. Et c'est un peu dommage. Malheureusement, ça veut dire que nous avons un grand défi ici parce qu'il nous faut des entrepreneurs aussi, qu'il y ait le maximum de valeur retenue lorsque nous construisons des infrastructures importantes comme ça. Voilà un secteur en croissance. Nous avons acquis le financement de Niamey double voie, autoroute Niamey
Goudel Tondibia. Et ça commence depuis la route est-ouest, là, Niamey-Niala. Ça vient entre le cimetière et la Nigélec. Ça prend la grande artère où vous avez les pylônes de l'électricité. Et ça va aller. On a l'argent pour construire 2 ponts, un à Niamey et l'autre sur le bac Farié. Sur Farié, entre Farié, la rive droite du côté de Terra. Et nous sommes à la recherche d'autres financements avec ces initiatives de plus en plus importantes sur le Sahel. Nous comptons faire de route la frontière du Mali, Kidal, Bani Bangou, Walam. Ça va traverser la région de Dosso pour sortir sur le Nigeria de l'autre côté, et ainsi de suite dans tous les sens. Inch'Allah, d'ici 5-6 ans, ce sera autant de routes que nous construirons. Vous avez le programme Niamey-Niala. Nous avons le financement de 70 routes, de 70 km de routes goudronnées dans la ville de Niamey. Nous avons posé la première pierre de l'échangeur du côté de l'hôtel Gaoui. Les 70 000 km prévoient un tunnel du côté de Katako qui va sortir du côté du cinéma Sony à Libert, du côté du cinéma Sony. Nous avons un échangeur de programmé sur le rond-point 6e pour que Niamey aussi soit une ville un peu comme les villes de la sous-région. Nous avons des projets de construction d'hôtels. Il y en a 2 qui sont en chantier, de grands hôtels. L'un construit par une société chinoise, ce sera vers le 2e pont, et un autre qui est en chantier, qui a commencé, qui a démarré à côté de la Solidep, en face du palais de congrès. Nous nous proposons d'abriter en 2018 le sommet de l'Union africaine. Donc, il nous faut disposer des infrastructures. Vous voyez des pays à côté de nous, le Mali, le Burkina, ça fait longtemps qu'ils ont accueilli ce genre de sommet. Nous, c'est maintenant qu'on va le faire. Mais nous le ferons, Inch'Allah. Sur le plan international, n'ont pas été des années très heureuses pour le Niger. Parce que moi, comme ministre de la coopération, je me bats pour que des pays nous considèrent dans le lot des pays sur lesquels ils se concentrent, que les pays qui ont leur coopération avec nous en accroissent le volume, mais c'est très difficile. J'ai oublié, nous allons construire un hôpital de référence grâce à l'assistance chinoise de 400 et quelques lits. Ce sera un grand hôpital très moderne, dont l'équipement va être moderne et le personnel aussi des niveaux de qualité à même de l'eau. Je voudrais vous remercier et vous dire une fois de plus d'être exemplaire aux États-Unis, d'être exemplaire à votre où vous êtes les plus nombreux, de vous faire respecter pour que vous donniez comme ambassadeur du Niger et l'image qu'il se doit de notre pays, un pays pauvre c'est vrai, mais un pays sérieux, un pays respecté et un pays respectable. Merci beaucoup. Son Excellence a fait mention. Et puis la deuxième, c'est sur l'éducation. Donc, en ce qui concerne la gouvernance, nous savons que le Niger est un pays très pauvre. Mais aujourd'hui, quand on compare l'administration, donc le gouvernement au Niger, en passant par l'Assemblée, on compare par exemple à un pays comme les États-Unis où le cabinet du chef de l'État est 17 personnes, donc 15 ministres, le président et le vice-président. Au Niger, nous avons aujourd'hui à peu près, je ne sais pas, 32 ou en tout cas plus de 30 ministres. Une assemblée avec plus de 100 députés, avec un pays pauvre, et on a des difficultés
pour financer l'éducation et la santé. Est-ce que vous ne pensez pas, en révisant toute cette masse de conseillers au niveau de l'Assemblée, le nombre de députés, le nombre de ministères, réduire tous ces portefeuilles-là, qu'on ne peut pas, par exemple, l'argent qu'on va avoir, qu'on peut, par exemple, financer l'éducation ou un autre secteur du pays. Moi, je trouve que c'est quelque chose à laquelle le président Mahamadou Issoufou doit quand même. Excellence, dans le domaine de la sécurité, vous avez ébauché un petit peu, mais je ne sais pas si vous avez fait ça exprès pour juste escamoter la question des bases militaires étrangères se trouvant dans notre pays. Enfin, ma question, je voulais la poser entièrement. Mais avant, je voulais dire que le Niger n'est pas un pays pauvre, mais le Niger est mal géré. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Et ma question, c'est sur la stabilité politique. Il y a M. l'ambassadeur qui disait que soyons unis ici et au Niger. Et donc, si vraiment la question de la stabilité compte vraiment pour le président Mahamadou Issoufou, qui disait lorsqu'il était à l'opposition, c'est une katangayata qui est ce qui veut dire que soyons unis comme ça, on n'aura pas des ennemis. Donc quelle est donc la dislocation des partis politiques au Niger et si le président savait la gravité de ce phénomène. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons bien écouté monsieur le ministre pour l'exposé qu'il a fait. Et nous disons que le développement de tout pays passe forcément par la sécurité dont elle l'a dit, mais je dirais aussi inévitablement par l'éducation. Vous ne trouverez pas, monsieur le ministre, que c'est le plus judicieux de mettre en seconde phase tous ces projets qui sont à l'échec et mettre l'éducation, le rehaussement de l'éducation en premier lieu? Oui, assurément. La pléthore des membres du gouvernement est un symptôme de notre sous-développement. Plus un État est développé, plus il est stable, plus les fonctions superflues n'ont pas de place. Mais nous, la pauvreté commande qu'on fasse des compromis et chacun vit de l'État. Nous avons tendance à élaborer le compromis sur la base du partage. C'est ça, c'est symptomatique de cette situation tout simplement. C'est le remède qu'on a trouvé à une situation où les États sont dans des phases où ils sont très fragiles et où les facteurs de vulnérabilité sont très nombreux. Même si on réduisait les portefeuilles gouvernementaux, ça n'induira pas les économies qui changeraient quoi que ce soit dans les paramètres sociaux, ça je peux vous le dire. Un ministre dans nos pays, si vous réduisez les salaires de moitié des membres du gouvernement, ce n'est pas des économies très importantes qui vont avoir un impact sur le secteur de l'éducation, mais évidemment pour la symbolique il lui était meilleur, il y était mieux, pardon. Les bases militaires se trouvant dans notre pays, je n'ai pas fait d'impasse là-dessus. Il n'y a pas de base militaire au Niger. Il y a une situation totalement inédite d'organisation terroriste qui dispose de moyens considérables dont les États ne disposent pas. De collecter des informations
de nous les livrer en temps réel et d'en faire l'usage que nous voulons. Ces avions-là, ces 4 avions ont besoin d'une assistance au sol en personnel, qui ont installé leur quartier à l'escadrille de Niamey, qui ont construit un minimum d'infrastructures à cet effet. Des hangars, des salles où ils ont disposé de leurs ordinateurs, un peu plus de la piste. Si c'est ça, les bases, oui, nous avons des bases. Le résultat, c'est que nous sommes en sécurité. Nous ne prouvons aucune gêne. S'il y en a qui pensent qu'ils peuvent nous critiquer sur ce thème-là, ils vont perdre leur temps. Les Nigériens ne nous critiquent pas. Et si notre sécurité doit commander que nous renforcions cela, nous allons le faire sans aucun complexe, sans aucune gêne, croyez-moi. Donc je n'ai pas à faire l'impasse là-dessus. Pour moi, c'est un épiphénomène. Ce n'est pas ça qu'on appellerait une base. Et le Tchad, il a une base militaire française. Qu'est-ce que nous avons, nous qui n'avons pas de base, qu'est-ce que nous avons de plus que le Tchad? C'est le Tchad qui s'est permis de venir libérer le Mali quand nous, on n'a pas pu le faire. Le Sénégal abritait jusqu'à récemment une base militaire. Quand ils sont partis, tout le quartier de Dakar Yoff était entré en ébullition. Les Sénégalais ont fait des pieds et des mains pour qu'ils restent, ils ont réduit les effectifs. On a une base militaire à Abidjan, on a une au Gabon. Djibouti ne vit que de la location de son territoire aux bases militaires françaises et américaines. L'Allemagne, c'est plusieurs centaines de milliers de soldats américains qui y sont. Le Japon, ce sont plusieurs centaines de milliers de soldats américains qui y sont. La Corée du Sud, c'est plusieurs centaines de milliers de soldats américains. C'est des bases au sens propre du terme. Je constate que ce sont les pays les plus développés. Ça n'a rien empêché pour que ce pays se développe. Donc moi je pense que c'est un débat suranné celui-ci, c'est propre au contexte des années anti-impérialistes, etc., etc. Les gens sont très réalistes aujourd'hui. Et nous aussi, si le réalisme devait commander que nous ayons une coopération avec des pays amis qui nous aident, tout à l'heure je vous ai dit que les Français nous ont donné 3 hélicoptères à nous, de Gazelle. Les Américains nous ont donné 2 Cessna. Donc je vais dire que, moi je lis dans les journaux, oui, on a fait des bases, on a fait des bases. Si c'est ça les bases, oui, on a des bases. Et nous n'en avons pas honte, bien au contraire, nous en sommes fiers. Probablement. Probablement. Mais qu'est-ce que c'est que la pauvreté? En tout cas, si on doit prendre les mots au sens de leur rigueur, moi je considère que le Niger est un pays pauvre. Ça n'empêche qu'il puisse être aussi un pays mal géré. Mais c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. La quantité d'asphalte, du goudron qu'il y a dans la seule ville de Greensboro, à mon avis, c'est supérieur à tout le goudron qu'il y a au Niger. Vraiment, quoi. Vraiment, j'ai circulé aujourd'hui dans la ville, j'ai vu, c'est-à-dire, si tout ça, là, vous le prenez, moi, je pense que les mots ont un terme. Les termes ont un sens, vraiment. Le Niger est un pays pauvre, il n'y a pas de doute. C'est un pays qui a quelques richesses potentielles qui ne sont pas exploitées, probablement. Elles ne sont pas encore exploitées. Le Niger a de l'uranium. L'uranium, ce n'est pas le pétrole. Il y a une symbolique sur l'uranium parce que ça donne l'arme nucléaire. Les gens ne comprennent pas, mais comment vous appelez l'uranium, vous êtes pauvre. Mais c'est un métal qui ne se vend pas sur le marché, comme n'importe quel autre métal, et il ne coûte pas cher.
En ce moment, le kilogramme d'uranium il coûte 40 000. Vous avez dit que le président Issoufou, lorsqu'il était à l'opposition, il disait qu'il faut éviter la discorde au sein d'un parti. Oui. Mais ne croyez pas un mot à ce que raconte une certaine presse sur l'activisme du président de la République à diviser les partis. Puisque vous me posez la question, je veux vous répondre, mais je m'étais mis dans une autre posture, vraiment, de ministre des Affaires étrangères qui rencontre des Nigériens pour parler des problèmes du Niger de façon générale. Mais en même temps, je reste un chef de parti, moi. Et puisque cette question me porte sur ce terrain, je vais m'y porter. Vraiment, le MNSD, quand nous les avons invités à discuter du gouvernement d'Union nationale, nous avons discuté pendant 2 mois avec eux. Et nous avons eu un accord. Nous avons eu un accord. Nous sommes convenus que le président Seyni vienne avec le président Issoufou, discute du protocole de la signature convenu du jour, de l'heure, mais le protocole était prêt. Il est venu seul. Le 25 juillet, leur parti se réunit à l'unanimité -1. Ils avaient décidé qu'ils vont aller au gouvernement de l'Union nationale, tout le monde les a vus. Ils ont lu leur déclaration, elle était filmée. Et ça, c'est... On était déjà dans les discussions bien avant. Ils ne leur ont pas dit qu'on avait conclu les discussions. Ils auraient pu le leur dire. Mais ils ont accepté de toute façon, et quand il est venu, c'est pour s'entendre. Il est venu pour dire qu'il veut la primature, que le MNSD demande la primature. Le chef de leur délégation, c'est Al-Badé. Le chef de notre délégation, à nous, c'est Massoudou Hassouma. Quand il est venu demander la primature, mais nous, on a appelé Al-Badé. Massoudou a appelé Al-Badé. Il lui dit, mais Al-Badé, c'est quoi ça? Ils avaient demandé au départ que l'Assemblée soit dissoute. On leur a expliqué que ce n'est pas possible. Ils ont compris. Ils ont demandé ceci, ils ont demandé cela. Et ils sont convenus, nous sommes convenus qu'ils vont avoir 7 portefeuilles ministériels. Ils ont commencé à collecter les CP. Quand il est venu dire qu'il leur faut la primature, on a appelé Massoudou a appelé Al-Badé. Al-Badé dit non, non. On n'en a jamais discuté. Ils ont cherché à le joindre pendant 3 semaines. Il a refusé de venir discuter. Quand il est allé demander la primature, sans qu'il n'en avait convenu, sans qu'il n'en ait convenu, pardon, ils ont considéré qu'il faisait une démarche solitaire, personnelle. Un parti, ça doit travailler de façon collégiale. À partir de ce moment, ils ne se sont plus parlé. Nous avons dit, nous prenons acte de ce que le MNSD ne veut pas être partie prenante du gouvernement d'Union nationale. Les Al-Badé nous ont dit non. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous ne pouvons pas avoir discuté avec vous pendant 2 mois et à la dernière minute dire que nous sommes des farceurs. Nous ne croyons pas à ce que nous faisions. Nous, on va entrer au gouvernement. On leur a dit non. Écoutez, ça peut vous valoir la dislocation de votre parti. Mais ils ont dit qui l'aura voulu. Celui qui, sans nous consulter, est allé poser des problèmes que nous n'avons jamais soulevés et qui n'est pas venu nous rendre compte. C'est nous qui leur avons dit qu'il a posé ce problème-là. Ils ont cherché à le voir, il a refusé de le rencontrer. Oui, mais je parle, les partis politiques, ce n'est pas une abstraction. Je vais les passer en revue l'un après l'autre. Ce n'est pas une abstraction.
C'est des réalités concrètes. Voilà comment le MNSD s'est trouvé divisé. Nous, on ne peut pas imaginer ça. Mais nous avons découvert que le MNSD était miné depuis longtemps, en vérité. En tout état de cause, c'est ça leur discours. Il y en a qui sont venus, il y en a qui ne sont pas venus. Dans le contexte où nous cherchons une majorité dont on voulait nous priver, vous pensez qu'on va leur dire non, non, ne venez pas avec nous, allez-y, faites droit à la volonté de certains de renverser le gouvernement parce qu'ils veulent une cohabitation, on ne va pas leur dire. Mais ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative de la dislocation du MSD. Mais à supposer que ce soit nous. Est-ce que nous ne sommes pas dans notre rôle de parti politique de diviser les autres? Est-ce que nous, quand nous étions dans l'opposition, on n'a pas voulu nous disloquer? Est-ce que vous savez le nombre d'offres qui m'ont été faites, moi, en 1994?
Yo
recognition. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Well done, guys. Thank you so much, sir. Thank you. Yes. Okay.